Mesdames, Messieurs, nous vous proposons de démarrer cette séance du Conseil municipal. Kevin n'étant pas là, je présume que Thomas, tu es l'heureux Benjamin de cette séance. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussier. Manuel Bourguin. Présent. Aurélie Mialon. Jean-Marie Bousquet. Présent. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud est là. Daniel Desmoulins. Présent. René Verdeil. Présent. Robert Vivares. Présent. Marie Balestero. Daniel Azemar. Présent. Xavier Moutou. Présent. Cécile Dos Santos. François Castillo. Présent. Katia Siette. Présent. Georges Lopez. Présent. Nadia Bentard. Patrick Delbach. Présent. Nicole Vicente. Présent. Benoît Blanc. Présent. Anne Sutra de Germain. Gilbert Catinera. Gilbert, il n'a pas dû arriver encore peut-être. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Valérie Forme. Donc Kevin Vertichon absent. Annick Sadje. Et Serge Ivora. Il convient de désigner un ou une secrétaire de séance. Rachel Sacussier étant absente, je vous propose la candidature d'Aurélie Mialon, sauf si quelqu'un rêve de faire ce secrétariat de séance. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. Vous avez reçu donc avec la convocation du Conseil une information sur les mesures prises ou les actions mises en œuvre à la suite du rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc il y a un droit de suite plus ou moins 18 mois après la réception du rapport. Nous avions déjà fait un état des lieux en présentant le rapport. Donc je vous rappelle les recommandations. Il y avait l'évaluation du montant et de l'impact budgétaire des charges de centralité supportées par la commune. Donc je ne vous refais pas forcément la description de la commune et son rôle de centralité que je résume souvent par le chiffre des scolaires de 4000 pour 8000 habitants. Je crois il parle sur la complexité aussi d'évaluer finement ces charges de centralité, même si les services y travaillent. Il y a des choses qui sont simples, peut-être comme se dire que le poste que nous mettons à disposition de l'antenne de la Maison de la Justice et du Droit est à temps complet une charge de centralité. Qu'en est-il quand on prend le Centre communal d'action sociale et les domiciliations? Est-ce que ce sont des charges de centralité? À quel pourcentage? La politique culturelle, enfin. Donc cela mérite un travail bien plus profond et nous avions proposé à la Chambre régionale des comptes, pourquoi pas, de s'y pencher ensemble. Nous n'avions pas eu de retour, donc c'est la proposition que nous leur formulerons en retour de ce débat, ou en tout cas de cette information au Conseil. Maîtriser les dépenses et diversifier les recettes du théâtre et du cinéma du théâtre et du cinéma municipaux afin peut-être de réduire les contributions versées par le budget communal à ces établissements, ou du moins on peut se le dire comme ça, d'en faire davantage. Vous savez qu'autour de l'année Pézenas 2022, il y a eu une construction de partenariats actifs pour construire cette année et pour que ces partenariats durent. En termes de subventions, donc cela a été à hauteur de 237 900 € pour Pézenas 2022, la DRAC, la région, le département, l'office de tourisme, intervenant en soutien. Et également, nous avions initié à ce moment-là, évidemment, une politique de mécénat qui a été suivie à hauteur de 38 500 € pour cette année-là. Et également, sur le cinéma, nous sommes accompagnés par le Centre national de la cinématographie pour nous soutenir. La recommandation 3 concernait les métiers d'art et la compétence partagée qui, pour la Chambre régionale des comptes, ne devrait peut-être pas l'être sur les métiers d'art et avec la communauté d'agglomération. Nous avions déjà répondu que nous estimions qu'il y avait une justification aussi à ce que nous partagions cette compétence. D'abord par l'histoire qui nous a laissé un patrimoine où déjà des échoppes préexistaient, mais aussi parce qu'on est toujours à la lisière de différentes politiques quand on fait de l'attractivité économique, puisque dans cette ville, nous le savons bien, la culture est une source d'attractivité économique, culture, métiers d'art, tourisme, cela se lie. Donc nous avons
maintenu cette réponse, sachant que déjà, je crois que ça avait été présenté évidemment et à la Chambre régionale des comptes et en conseil municipal avec ce rapport et avant validé par lui. Il y avait aussi une structuration du partenariat autour de la Maison des métiers d'art, d'Ateliers d'art de France et de la communauté d'agglomération à travers une forme d'appel d'offres et qui a eu aussi depuis l'ouverture et l'acquisition d'une échoppe rue Conti acquise avec l'équipe précédente et ouverte sous l'équipe actuelle et l'acquisition récente par la communauté d'agglomération d'une échoppe dans la rue Jean-Jacques Rousseau qui attend d'être rénovée pour être ouverte. Donc l'agglo tient aussi pleinement son rôle quand nous la sollicitons pour investir en cœur de ville sur les métiers d'art et au-delà même du centre historique pour revitaliser ou en tout cas participer à la revitalisation de certains quartiers. Se doter, recommandation 4, d'une expertise interne ou externe suffisante pour assurer le contrôle de l'opération d'aménagement du quartier Saint-Christol et limiter ainsi les risques financiers et juridiques associés par la commune. Donc, je vous rappelle que déjà nous avions répondu à la Chambre régionale des comptes qu'une instance qui avait été supprimée avait été rétablie pour que la commune ait effectivement un rôle de contrôle, que le contrat de concession prévoit donc des moyens de contrôle à l'opération d'aménagement. À ce titre, la commune donc est destinataire annuellement des éléments suivants: le bilan financier annuel et le plan de trésorerie actualisé et le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées lors de chaque exercice comptable. Qu'une réflexion donc est aussi en cours pour renforcer encore davantage ces moyens de contrôle et notamment via les 2 contrôleurs désignés lors de la passation du marché ou de la construction de la CEMOB, le directeur général des services et la directrice des services techniques. J'ajoute aussi que la CEMOB s'est adjoint le conseil d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit public et que nous consultons donc régulièrement afin de prendre la mesure des risques juridiques ou surtout de les limiter. Assurer la publication sur le site internet de la commune des documents budgétaires adoptés par le conseil municipal. Donc cette recommandation avait été mise en œuvre à réception du rapport, même avant, dès que la Chambre régionale des comptes nous en avait fait la remarque. Reste, mais c'est en cours du côté des services communication, à modifier l'ergonomie du site internet de la ville pour que les parties et les chapitres soient plus lisibles, mais chaque débat budgétaire et chaque document budgétaire donc, sont publiés sur le site internet. Recommandation numéro 6, mettre en œuvre un plan pluriannuel d'optimisation des charges et produits de fonctionnement en vue de rétablir la capacité d'autofinancement de la commune. Donc nous aurons le compte administratif tout à l'heure, donc je crois qu'il permettra d'avoir ce débat et d'en connaître les résultats. Un effort a été en tout cas particulièrement engagé sur le parc immobilier de la commune, avec plusieurs objectifs. Donc déterminer le patrimoine qui est considéré comme non stratégique ou dormant et dont l'utilité n'est pas prouvée pour la commune et pouvoir l'aliéner, mieux appréhender l'occupation des locaux mis à disposition pour en cerner les charges de fonctionnement induites et mettre en œuvre un plan d'optimisation des surfaces utilisées et mettre en œuvre un programme pluriannuel d'entretien du parc immobilier. Nous avions également commandé un audit ou en tout cas l'exercice d'un cabinet d'études pour remettre à jour les fiches de notre patrimoine immobilier, qu'elles puissent être au fur et à mesure également modifiées à chaque travaux effectués par les services de la ville ou par des entreprises prestataires. Pour que les chiffres soient clairs, en 2021, 314 274,94 euros de cession d'actifs immobiliers et en 2022, 281 271,50 euros également. Également la stratégie par la commune donc de chercher, dans la mesure du possible, à réoptimiser les loyers qu'elle pouvait avoir, ou en tout cas étudier que ces loyers soient perçus, et on s'était aperçu que au moins un loyer n'était pas perçu par la ville, donc depuis c'est le cas, et c'est un montant annuel de loyer de 28 500 euros. Rechercher des partenaires financiers, donc j'ai évoqué le mécénat et la particularité dans les PESNAS 2022, donc la Chambre régionale des comptes avait pointer du doigt les 12% en moyenne de subventionnement des dépenses d'investissement sur la période 2014-2020
Sachez, et on le verra tout à l'heure, que pour 2020, nous étions montés à 31,60%, 2021, 38,07% et 2022, 32,67%, avec différents partenaires institutionnels nous suivant de l'État aux collectivités locales. Maîtriser dans la mesure du possible donc les dépenses de fonctionnement pour améliorer l'autofinancement de la commune. Nous nous y employons également et nous le verrons sur le compte administratif et nous verrons en même temps sur le compte administratif l'amélioration des soldes intermédiaires de gestion sur les périodes récentes. La recommandation 7 était de proposer à l'intercommunalité le transfert de la gestion des équipements sportifs et culturels de niveau supracommunal. Nous avions fait le choix, outre l'espace aquatique qui jusqu'à présent avait été, la compétence espace aquatique avait été transférée, de ne pas suivre cette demande, mais plutôt d'être dans la construction de partenariats pour conduire les projets ou en assumer le fonctionnement. Voilà pour un point sur les 7 recommandations qui avaient été faites par la Chambre régionale des comptes. Je ne sais pas si ça appelle des questions ou des observations, ou si nous aurons ce débat au moment du compte administratif. Monsieur Vogel. Non, juste, vous faites référence à un loyer qui n'était pas encaissé, c'est le CIO, oui, c'est ça. Bon, c'était un vieux dossier qui traînait, qui était en passe d'être réglé, donc je suis ravi d'apprendre qu'il a été réglé. Il a été réglé. Parfait. Et par contre, sur le patrimoine immobilier, de toute façon, on va avoir l'obligation en tant que collectivité d'aller vers une gestion technique des bâtiments et une gestion technique des constructions. Je crois que les décrets nouveaux obligent à avoir la gestion vraiment très fine de tout le patrimoine bâti, y compris en termes de consommation énergétique. Donc ça, c'est peut-être faudrait-il anticiper d'ailleurs parce qu'il y a des... Nous avons anticipé puisque nous avons un audit relativement complet. Merci. Il y a encore des points à améliorer, mais nous avons anticipé. Sur cette partie-là, nous avons anticipé. Merci. Merci à vous. Donc c'est une présentation qui n'appelle pas de vote. Nous passons à l'adoption donc des procès-verbaux des séances des conseils municipaux donc de 6 mars et 27 mars. Est-ce qu'ils appellent des remarques de votre part? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci tout le monde. Donc il s'agit, la délibération suivante, de désigner via le centre de formation des élus locaux un référent déontologue pour la collectivité, enfin pour les élus de la collectivité. Là aussi, c'est à la fois une volonté municipale et une obligation légale. La question aurait pu se poser de savoir si la collectivité pouvait avoir son propre référent déontologue, mais puisque toutes les communes sont soumises à la même attente, le centre de formation des élus locaux a proposé une démarche commune et un référent et un collège commun, donc il nous a paru opportun d'y souscrire. Est-ce que cela apporte des questions ou des observations de votre part? Non, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie et je laisse la parole à Daniel Azémar. Merci Monsieur le maire, bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Le point suivant a trait à territoire zéro chômeur de longue durée, pour lequel je vous rappelle que par délibération de février 2022, nous avons entériné la participation de la commune à ce dispositif expérimental en tant que territoire émergent. Je rappelle également que cette expérimentation se fonde sur 3 principes qui permettent de penser qu'il est possible de supprimer le chômage de longue durée, tant sur le plan humain que sur le plan économique. Et le fondement du projet repose sur 3 affirmations. Personne n'est inemployable, ce n'est pas le travail qui manque et ce n'est pas l'argent qui manque. L'objectif de cette expérimentation est la création d'une entreprise à but d'emploi qui développera sur le territoire des activités non concurrentes du tissu économique local. Pour ce qui concerne le territoire de Pézenas, ce dispositif concernera toute personne volontaire, privée d'emploi depuis plus d'1 an et résidant sur la commune depuis plus de 6 mois. Donc sur ce profil, toute personne volontaire pourra être embauchée en CDI à temps choisi et au SMIC ou au prorata du SMIC en fonction du temps effectif. Pour pouvoir effectuer cette étape opérationnelle, il fallait que nous créions une association qui sera le support
de l'entreprise à but d'emploi. Une assemblée générale constitutive s'est tenue le 7 avril pour créer l'association qui s'appellera Pézenas Acte. Acte, je précise que c'est l'acronyme de Association citoyenne pour le travail, l'environnement et la solidarité. Cette association portera la mission d'ingénierie et de développement du projet, ainsi que le BE elle-même, lorsqu'elle aura reçu les habilitations nécessaires de la part de l'État, le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Les statuts, pour ceux qui ont souhaité les lire, étaient mis en annexe à la note de synthèse. L'association est ouverte aux personnes morales et physiques qui ont un lien avec ces objectifs ou qui sont désireuses de s'impliquer dans le projet. Les membres il y a une petite coquille, c'est les membres du conseil d'administration et non pas de l'association. L'association est ouverte à tous, mais les membres du conseil d'administration sont répartis en 3 collèges. Le collège 1, qui concerne les partenaires et institutionnels, qui regroupe les représentants des collectivités territoriales, des entreprises et des associations du territoire, à raison d'un représentant désigné par entité représentée. Le collège 2, qui est constitué des personnes en recherche d'emploi qui deviendront les futurs salariés de l'EBE, et le collège 3, constitué de soutiens bénévoles qui regroupe les personnes physiques souhaitant contribuer aux actions de l'association. La cotisation est fixée à 5 € par an. Il est donc proposé au conseil municipal dans cette délibération d'approuver le soutien de la commune à la création de cette association Pézenas Acte, de valider la participation et l'adhésion des élus délégués à son conseil d'administration, de déléguer Madame Danielle Demoulin comme membre titulaire et Madame Rachel Zakusic comme membre suppléant pour représenter la commune au sein du collège 1 du conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet? Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Je passe la parole à Aurélie Mialon. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Alors la convention pour le fonctionnement du centre ressources Molière. Monsieur le maire rappelle que la ville de Pézenas et la direction des services de l'éducation nationale de l'Hérault souhaitent porter un centre ressources à destination des publics scolaires pour favoriser le développement des arts de la scène et de la littérature au service des programmes de la maîtrise de la langue et du parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves, favoriser la découverte du patrimoine architectural, historique et culturel, mettre en place des méthodologies, des moyens et des outils de recherche pour un accès à ces enseignants et cette éducation, développer des compétences sociales et civiques, construire une culture humaniste par une confrontation aux œuvres artistiques et littéraires. Le centre ressources Molière est un lieu d'accueil pour les scolaires. L'espace mis à disposition par la ville pourra accueillir une classe entière afin de proposer des ateliers de pratique artistique. La présente convention sur les moyens mis à sa disposition pour fonctionner est conclue pour une durée de 3 ans avec tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 3 mois. Monsieur le maire sollicite le conseil municipal l'autorisation de signer la convention susmentionnée avec le DSTEN 34. Vous avez eu le document en juin. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le point suivant est une convention de mission d'accompagnement avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Hérault pour la consolidation ou la reconstruction d'une passerelle piétonne, celle qui longe, enfin qui surplombe ou permet de traverser Payne depuis le Pré-Saint-Jean et la gare routière, qui, vous savez, a dû être fermée à la suite d'un rapport d'un cabinet d'études indiquant qu'elle était dangereuse. Donc nous sommes mis à la recherche d'un accompagnement pour construire le cahier des charges qui désignera par la suite l'entreprise devant procéder soit à la reconstruction, démolition-reconstruction, soit, mais la première étude disait que ce serait compliqué, voire impossible, à une consolidation de cette passerelle piétonne. Il y avait donc la possibilité pour le CAUE, qui a un champ plus large d'action et d'expertise que nous, de nous accompagner sur cette passerelle qui est dans un endroit quand même assez particulier, à la fois au confluent
confluence, si on peut le dire comme ça, ou en tout cas la rencontre à la fois du secteur sauvegardé, d'un site protégé qui est le Pré-Saint-Jean, de la Payne sur lequel il peut y avoir par la suite un projet de renaturation, mais en tout cas il y a des lois qui s'appliquent pour ce qu'on peut faire à proximité ou sur une rivière. Donc le CAUE nous a proposé gracieusement de nous accompagner et le cahier des charges est en cours de rédaction avec le CAUE. Il nous faut donc formaliser avec lui pour qu'il puisse être envoyer un appel d'offres dans l'été, désigner le plus tôt possible le maître d'œuvre et inscrire, en espérant que cela sera possible financièrement, la dépense au budget 2024 pour pouvoir réaliser ces travaux, en essayant même d'y associer ou d'y ajouter la possibilité de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, évidemment, selon à la fois les coûts et les possibilités tant techniques que légales, parce que plusieurs avis contraignants seront donnés par des autorités étatiques. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vais passer aux voix. Je précise que Julie Garcin-Sodo ne prendra pas part au vote puisqu'elle préside le CAUE, même si la convention est faite à titre gracieux. Cela est plutôt normal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. S'ensuit le contrat ou l'avenant du contrat Bourg-Centre signé avec la région Occitanie et un certain nombre de partenaires en lien aussi avec le Petite Ville de demain et donc l'ORT qui a été signé en début d'année. Il s'agissait donc de retranscrire ou de toiletter le précédent contrat pour y intégrer des nouveautés ou en tout cas acter ce qui temporellement ne pouvait pas se faire ou ce qui était déjà fait, d'insister surtout sur les projets qui viennent. Je pense notamment au projet de la traversée urbaine sur lequel nous sommes à la recherche ou en tout cas nous avons sollicité de nombreux partenaires financiers. Je pense aussi par exemple au projet de la maison consulaire, mais d'autres axes sont inscrits dans ce contrat comme l'attractivité du cœur de ville ou les mobilités douces. Vous avez reçu la version, je ne sais pas si elle appelle des questions ou pas de votre part. Monsieur Vogel. Des questions, non, mais une observation par rapport à l'attractivité, c'est que quand on aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà signalé à une dernière séance, mais plus je me promène dans le cœur de ville, plus je trouve que on a vraiment un souci aujourd'hui avec les réseaux et tout ce qui est aujourd'hui en train de pendre un peu partout dans la première enceinte de Pézenas. Ça devient scandaleux d'avoir aujourd'hui l'impossibilité, je veux dire, on fait un concours de photos qui est une bonne chose sur Pézenas, on fait une expo, des expos photos, on travaille là-dessus, et derrière, quand vous regardez la tour de Nostradamus, vous avez devant la tour de Nostradamus des filins qui empêchent de prendre un cliché. Vous allez à l'hôtel de Grave, vous avez une magnifique porte en accolade, il y a des fils qui passent en plein milieu de l'accolade de l'hôtel de Grave, ou que vous alliez dans la première enceinte aujourd'hui, c'est un vrai saccage qui est en train de se produire. Donc là-dessus, il y a une alerte à mettre, il y a un gros souci par rapport à la gestion de ce dossier-là. Si on veut être une ville attractive, si on veut rester une ville attractive, à un moment donné, il y a des réglages à faire au fil du temps. Et là, celui-là, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui parce que c'est en train de se dégrader de manière dangereuse. Donc, c'est vraiment un signal par rapport à ça parce que on a une belle ville. Vous faites le maximum sur de nombreux dossiers pour faire que ça reste une belle ville. À un moment, il ne faudrait pas que par des petites touches successives, on saccage la qualité du centre historique. Je ne sais pas si Julie veut répondre. Je peux répondre que nous avons en partie renforcé les services techniques, donc il y a des dossiers comme ça qui vont pouvoir être repris. Il est vrai que peut-être l'arrivée de la fibre aussi a accéléré certains emménagements qui sont que vous déplorez et que nous prenons en compte dans la mesure du possible et avec la mobilisation des services sur ce sujet, y compris sur d'autres questions de manière générale d'infraction d'urbanisme où depuis le début du mandat nous avons quand même renforcé les équipes qui doivent constater et dresser des contraventions quand elles peuvent l'être. Julie, des éléments supplémentaires ou... Non, toujours facile de faire effectivement les remarques, mais c'est beaucoup plus difficile
mettre en pratique, et ça tu le sais, et effectivement c'est un sujet qui est compliqué. C'est un sujet compliqué parce que les porteurs de projets, enfin les entreprises missionnées sous-traitent à des gens qui sont pas compétents, il n'y a pas d'autre terme. Et à part mettre un technicien ou un policier municipal dans chaque rue et derrière chaque camion, ouais, on est vite dépassé. Donc c'est une problématique générale, et là pour le moment, à part revenir derrière et faire le flic, j'ai pas d'autre solution là. J'avoue. Serge? Pourtant, il y a eu un exemple qui a été très bien fait rue Albert-Paul-Aliès. Le gros câble qui passait sur la façade a été remonté et Enedis a pris en charge les travaux. Donc ça s'est fait par la volonté d'une personne qui a téléphoné plusieurs fois à Béziers, à Enedis, pour qu'il trouve un problème à ce sujet. On a aussi des résultats. Il y avait le même problème à l'entrée de la rue Anatole de France et rue Anvers-Rochereau sur un câble Enedis. À force de combat, on y arrive ici, et voilà. Le temps a été certainement long. 2 ans. On y arrivait, on ne dit pas qu'on ne le fait pas. Mais le câble pendait quand on a été élu, et on l'a enlevé au bout de 2 ans. Voilà. Donc, Bien. Mais on a... C'est que sur la fibre, c'est plus compliqué que sur Enedis, qui est déjà pas un interlocuteur toujours simple, mais le problème qu'on a sur la fibre, je crois que chaque particulier peut s'en rendre compte quand on vient l'installer chez soi, c'est que généralement ce n'est pas la maison mère qui fait les travaux en direct, des sous-traitants de sous-traitants. Donc c'est un suivi, et on est plus malheureusement dans le constat et dans le procès-verbal ou dans le suivi de l'infraction que dans la prescription à l'avance. Moi, je pense que toutes ces équipes qui arrivent comme ça d'un jour à l'autre de l'extérieur, ils sont passés documentés, ils ont une échelle, ils posent le câble à la hauteur de l'échelle. Si l'échelle fait 5 échelons, ils passeront le câble à 5 échelons et c'est tout. Parce que moi, je les ai arrêtés, ils m'ont dit « Ah non, on n'a pas d'échelle assez grande, on passe ». Ils passent quand même. Dans ces cas-là, parce que nous, quand le technicien vient installer et raccorder la fibre au boîtier qui est déjà mis ou qui a déjà été tiré, il n'y a pas d'information au niveau des services techniques. On n'est pas au courant puisque ça a déjà été tiré, la fibre. Donc après, c'est le fournisseur de l'administré qui a appelé, qui a demandé. Donc il ne faut pas hésiter peut-être à nous appeler au service technique en disant là moi je m'en sors pas parce que ou alors de refuser, de dire je refuse ma prestation dans ces cas-là parce que je vais rappeler le fournisseur. Si on n'est pas aidé aussi par le pétitionnaire qui demande le raccordement, je vois pas comment, même si on a renforcé l'équipe du service technique, on va pas pouvoir nous venir et regarder toutes les échelles. Effectivement, il faut que nos citoyens prennent conscience et dans ces cas-là dire bon mais moi je rappelle le fournisseur parce que cette installation-là je la refuse. Je pense qu'il faut faire ça. Moi, j'ai fait ça dans l'immeuble où on est. Par contre, il y a des travaux qui ont été très bien faits rue Montmorency, où le câblage qui passait sur le micro-coulier a été déplacé et remis dans leur chaussée. Il y a un travail correct qui a été fait. Donc, je pense qu'on peut y arriver. Quoi. On y arrive. Oui. On y arrive. Des fois, malheureusement, il y a de l'après-coup. C'est du constat et le constat est parfois compliqué et le traitement du constat encore plus. Il y a des endroits où il faut pas accepter. Voilà, il y a peut-être qu'il faut être discriminant, qu'on peut pas tout faire. Moi, j'entends ce qu'on dit. C'est facile de critiquer quand on n'est pas en gestion. Ça, c'est entendu. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de souci. Il y a une différence. On est d'accord là-dessus. C'est pas là-dessus. C'est dire à un moment, on fait une balade dans la ville. Il y a des endroits où on veut pas avoir ça. Je veux dire, aucun des conseillers municipaux n'a envie de voir sa ville avec des endroits qui sont des endroits stratégiques, des endroits sensible, où il y a quelque chose qui est moche, quoi. Donc, simplement, au moins se dire, taper sur quelques points ou réagir sur quelques points pour dire aux installateurs, là, il y a un vrai souci, pour faire qu'à un moment donné, vous remettrez plus les pieds dans la ville. Je sais pas, il faut trouver une solution sur quelques points sensibles pour faire que ça marque un peu. Oui. On nous a assez fait subir des problèmes pour installer la fibre au début, avec le service départemental d'architecture qui a été extrêmement exigeant. Où est-il aujourd'hui ? Il n'est plus concerné par le sujet puisque maintenant c'est chaque riverain et chaque habitant de son logement qui va appeler le fournisseur de son choix
et qui viendra installer, raccorder. Il est là le truc, c'est qu'on ne tient pas on n'a pas le bout de ficelle. C'est plus une autorisation de travaux, c'est ça le problème. Quand c'est une autorisation de travaux, on l'a en amont. C'est pour ça que peut-être nous, on peut faire de la communication envers les habitants du centre ancien en particulier, en disant attention, vous avez maintenant la possibilité de vous raccorder à la fibre. Si vous avez l'impression que le technicien qui vient ne travaille pas dans les règles de l'art, ou imposez-lui la hauteur. Mais on peut communiquer, mais par contre, on n'a aucune solution pour y être derrière, puisque c'est après. Voilà, la fibre, elle est là, le réseau, il est dans la rue, et maintenant, ça va être l'administré. Et qui n'a pas besoin de nous demander en me disant, il n'y a même pas besoin d'arrêter pour stationner une échelle, quoi, là, pour le coup. Mais on peut communiquer. Par contre, je vais demander à Valérie qu'on fasse une note. On peut communiquer dans le journal. Je suis sûr que Midi Libre aussi pourrait faire passer une annonce. Effectivement, c'est immonde. Mais après, ça rajoute encore plus des câbles sur des câbles qui étaient déjà existants. On est d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et je passe la parole à René Verdeil pour le bilan des fourrières. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Donc il est rappelé au Conseil que la commune a signé une convention de délégation du service public de la fourrière avec la société Delvaux Dépannage le 21 octobre 2021. L'article 20 de cette convention indique que le délégataire doit communiquer avant le 31 mars de chaque année un rapport de son activité sur l'année précédente. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport 2022 que vous avez eu. Le document a été joint à ce que vous avez reçu. Des questions particulières sur ce rapport? Il suffit d'en prendre acte. Donc il n'y a pas de vote particulier, puisqu'on prend acte. Et je passe la parole à Julie Garcin-Sodo sur la délégation de maîtrise d'ouvrage Aéroénergie pour la traversée urbaine. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, nous continuons à avancer sur notre projet qui devrait démarrer à la rentrée prochaine. Donc, dans le cadre des futurs travaux, nous devons travailler avec Aéroénergie qui a la compétence des réseaux secs, électricité, éclairage public et télécommunications. Une partie de ces travaux relève de la maîtrise d'ouvrage donc de ce syndicat mixte que nous avons la chance d'avoir sur notre commune, dès lors que la compétence électricité lui a été déléguée. Donc sa part de travaux est estimée à 6% de l'enveloppe budgétaire, soit 400 000 € hors taxes selon l'estimation de l'avant-projet. Aéroénergie devra respecter le projet global édifié par la ville en disposant de ses réseaux dans les emprises déterminées par le maître d'œuvre et l'opération atelier-site, le planning de l'opération globale ainsi que le parti pris esthétique souhaité par la ville. Aéroénergie devra également participer aux frais liés à l'OPC, leur donateur, pilotage et coordination, selon le marché signé par la ville avec SCO au prorata du volume financier de ses travaux. La ville sera associée évidemment aux commissions d'appel d'offres et une convention financière sera signée ultérieurement. Il est donc nécessaire de signer une convention avec Aéroénergie. Donc nous sollicitons, monsieur le maire sollicite le conseil municipal l'autorisation de signer la présente convention. Et je remercie les services pour le travail en continu parce que c'est un gros projet avec énormément de travail et de copies. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce point? Je profite pour rappeler qu'il y aura une réunion de présentation du projet lundi 5 juin à 18 h dans cette salle. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie et je passe la parole à Robert Vivarès pour du mécénat sur le festival Molière. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc concernant ce mécénat, il est rappelé au conseil municipal que la saison culturelle, programmation du théâtre de Pézenas dans le festival Molière, le théâtre dans tous ses éclats et le point d'orgue, a fait l'objet d'une certaine attractivité auprès des entreprises mécènes lors de l'opération Pézenas 2022, comme le rappelait Monsieur le maire. Forte de cette première année d'expérimentation, pardonnez-moi, la ville souhaite ouvrir au mécénat durablement cette manifestation en proposant aux acteurs économiques du territoire d'y apporter un soutien. Celui-ci prendrait la forme d'un soutien sur une année entière comprenant le festival Molière. Pour les mécènes qui souhaiteraient renouveler leur soutien, le partenariat pourrait prendre la forme d'un club d'entreprises mécènes permettant de fédérer au sein du tissu économique du territoire un consortium de partenaires qui souhaiteraient s'investir pour la culture et prendre part aux festivités portées par la ville.
Dans ce cadre, il est demandé au Conseil de valider les partenariats avec les différentes entreprises qui souhaiteraient s'associer à ces événements culturels annuels et d'autoriser Monsieur le maire à signer des conventions en ce sens ainsi que tout document pouvant s'y rattacher. Les dons reçus peuvent alors donner lieu à des déductions fiscales définies par le Code général des impôts, notamment ses articles 238 bis, à hauteur de 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe ou 20 000 euros pour les entreprises réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ce cadre, la ville va conclure avec différentes sociétés des partenariats sous forme de dons en nature ou de soutien logistique. En contrepartie, la ville s'engage à citer le nom des partenaires au travers de ses moyens de communication et sur site. Elle s'engage également à les inviter aux manifestations pour lesquelles leur soutien s'est exprimé proportionnellement au montant du don apporté. Il est également demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à déposer des demandes de subventions auprès de nos partenaires institutionnels, État, régions, départements et communautés d'agglomération Hérault-Méditerranée. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et sur un sujet de mécénat pour les Journées du Cheval et des demandes de subventions, je passe la parole à Georges Lopez, qui a besoin d'un micro. Pour être enregistré, sinon on l'entend quand il parle. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, il est rappelé au conseil municipal que la Journée du Cheval, événement porté par la ville en partenariat avec le comité départemental d'équitation, est organisé chaque année en automne depuis 2021. Il est proposé au Conseil de permettre aux acteurs économiques du territoire de soutenir l'organisation de cette manifestation, permettant de mettre à l'honneur cette discipline sportive et les clubs du département. À travers ces partenariats, en mécénat, pouvons prendre la forme d'un soutien en numéraire, en nature ou en compétences. Dans ce cadre, il est demandé au Conseil de valider les partenariats avec les différentes entreprises qui souhaiteraient s'associer à ces événements culturels annuels et d'autoriser Monsieur le maire à signer des conventions en ce sens ainsi que tout document pouvant s'y rattacher. Les dons reçus peuvent alors donner lieu à des déductions fiscales définies par le Code général des impôts et notamment ces articles 200 et 238 bis à hauteur de 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe ou 20 000 euros pour les entreprises réalisant moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Dans ce cadre, la ville va conclure avec donc différentes sociétés de partenariat sous forme de dons en nature ou de soutien logistique. En contrepartie, la ville s'engage à citer le nom des partenaires au travers de ses moyens de communication et sur site. Il est également demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire de déposer des demandes de subventions auprès de nos partenaires institutionnels, État, régions, départements, communautés d'agglomération Hérault-Méditerranée. Est-ce que cela appelle des questions de votre part? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc tout le monde, je vous remercie. Et à nouveau Robert Vivarès sur un partenariat avec le Pointival Bobby-la-Pointe autour du projet de maison de la chanson francophone. Merci. Oui, donc en rappel, de nombreuses initiatives de promotion de la chanson francophone sont portées par la ville depuis de nombreuses années, et notamment autour du festival Pointival et aux côtés des acteurs associatifs que sont le Pointival Bobby-la-Pointe et la Musée Bobby-la-Pointe. Suite à l'impulsion donnée à l'occasion de Pézenas 2022 sur le patrimoine immatériel de la chanson dont la ville de Pézenas est un lieu d'ancrage, notamment à travers le soutien à la 24e édition du Festival Pointival, à la création de la pièce du Barbu du Square ou à l'accueil d'artistes francophones de Petite-Vallée, donc du Canada, la ville porte aux côtés de l'association Pointival Bobby-la-Pointe un projet de résidence d'artistes autour de la chanson intitulé Maison de la chanson francophone. Il s'agit d'un projet d'ampleur qui vise à réunir les initiatives promouvant la chanson sur le territoire au sein d'un lieu qui y soit dédié. Cette maison de la chanson est en cours d'émergence à Pézenas et revêtira un rôle d'incubateur de projets culturels et d'accompagnement d'artistes. Par conséquent, la ville souhaite mettre en place différentes initiatives permettant de favoriser l'essor de ce projet qui fera gagner la ville en visibilité et sur son implication pour la promotion de la chanson. Dans ce cadre, il est demandé au conseil municipal de valider les initiatives et partenariats avec les différentes structures qui participent à la promotion de ce projet et d'autoriser le maire à signer des conventions en ce sens ainsi que tout document pouvant s'y rattacher. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Et donc toujours Robert Vivarès sur du mécénat et des demandes de subventions pour ce sujet. Donc il est rappelé au conseil municipal que la ville porte, aux côtés de l'association Pointival, comme je le disais à l'instant, un projet de résidence d'artistes autour de la chanson intitulé Maison de la chanson francophone, projet d'ampleur, qui, je vous le rappelle aussi, vise à réunir les initiatives promouvant la chanson sur le territoire au sein d'un lieu qui y soit dédié. Par conséquent, la ville souhaite ouvrir au mécénat cette dynamique en proposant aux acteurs économiques du territoire d'y apporter un soutien. Dans ce cadre, il est demandé au Conseil de valider les partenariats avec les différentes entreprises qui souhaiteraient s'associer à ces événements culturels annuels et d'autoriser le maire à signer des conventions en ce sens, ainsi que tout document pouvant s'y rattacher. Les dons reçus seront des dons de mécénat avec les conditions légales qui ont été rappelées 2 fois, donc je vous en fais grâce. Dans ce cadre, la ville va conclure avec différentes sociétés des partenariats sous forme de dons en nature, de soutien logistique. En contrepartie, là je vous le rappelle aussi, la ville s'engage à citer les noms des partenaires au travers de ses moyens de communication et sur site. Elle s'engage également à les inviter aux manifestations pour lesquelles leur soutien s'est exprimé proportionnellement au montant du don apporté. Il est également demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à déposer des demandes de subventions auprès de nos partenaires institutionnels, État, régions, départements et communautés d'agglomération Hérault-Méditerranée. Est-ce que cela appelle des questions de votre part? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et à nouveau Robert Vivarès pour le théâtre de verdure en été. Voilà, donc merci. Concernant la convention de location du théâtre de verdure pour cet été, donc 2023, afin de poursuivre la dynamique culturelle pour la période estivale, le service culture de la ville s'est à nouveau rapproché des associations culturelles pissénoises afin qu'elles organisent des manifestations au théâtre de verdure au sein du parc Sans Souci. Pour que ces manifestations se déroulent dans les meilleures conditions, la ville a sécurisé le site en 2021, a remplacé la scène du théâtre de verdure et s'est engagée à l'équiper techniquement et à accompagner les associations pissénoises dans l'organisation de leurs manifestations. En contrepartie, il est demandé aux associations une location du théâtre de verdure. Et Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter un contrat de location du théâtre de verdure pour la période du 2 juillet au 31 août 2023 que vous avez eu en annexe. Je me permettrai juste aussi de rappeler que cette fin de semaine, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir la Comédie Française avec la pièce de Don Juan qui sera jouée donc vendredi soir et samedi soir de cette semaine. Je l'avais prévu en fin de séance. Mais on peut peut-être souligner que c'est aussi un partenariat avec le Printemps de comédiens et dans la perspective de Montpellier, capitale européenne de la culture. Donc il y a des partenariats qui ne sont pas que financiers ou qui en tout cas pas directs en subvention, mais qui nous permettent d'attirer ou d'avoir certaines pièces et certains projets. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le sujet de la convention estivale du théâtre de verdure? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Point 14 et 15, donc désaffection et déclassement des parcelles A, C183, 184, 185, lieu-dit Les Combelles à Pézenas. C'est des parcelles qui avaient été achetées sous le mandat précédent parce que d'abord leur prix sur préemption parce que le prix était inconsidérablement haut et que il y avait un intérêt à les conserver en patrimoine soit naturel soit agricole et s'assurer qu'il en soit ainsi. Depuis, aucun projet public n'est forcément sur ces parcelles, mais par contre il est possible qu'un viticulteur vigneron bio soit intéressé par l'acquisition de ces parcelles, donc il convient au préalable de les déclasser et de les désaffecter pour qu'elles ne soient plus dans le patrimoine, dans le domaine public de la collectivité. Est-ce que cela appelle des questions de votre part? Donc je suis un peu barbare, je vais faire voter d'abord le point de 14 qui est la désaffection, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, et le point 15, le déclassement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie à nouveau et je laisse la parole à Julie Garcin pour un sujet similaire mais en lien avec la traversée urbaine. Voilà, cette traversée qui nous permet de faire du rangement et donc on s'aperçoit que certaines limites des fois de parcelles ne sont pas... Comment? Voilà. Sont à re-ranger et à remettre dans leur propriété. Donc du coup, c'est la désaffection et le déclassement des lots A et B de la rue Loup Audibert. Donc ce sont deux petites parcelles qui servent de stationnement et qui font partie de l'emprise finalement côté galerie marchande et côté Carrefour Market.
donc qui sont déjà en utilisation pour du stationnement. Donc on demande pour la désaffection des lois et B rue Louis Audibert à voter et à accepter pour la désaffection de ces lois et après pour le déclassement de la rue Audibert, pareil, c'est parcelles A et B. Donc vous avez les numéros, l'OB, l'O40, de 175 et de 40 mètres carrés. Est-ce que cela appelle des questions de votre part? Donc je fais pareil. Point 16, désaffection, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Point 17, déclassement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous propose une dénomination de voie qui ne dessert qu'une maison, mais il se trouve que depuis des emménagements dans la zone de Saint-Martin, enfin là où est Bonne-Terre et Sainte-Marthe maintenant, pour la personne qui habite là, il serait plus simple d'avoir un nom de chemin. Habitant le domaine Saint-Roch, nous proposons que ça s'appelle chemin Saint-Roch avec un tiret Cantobre, parce qu'il y a déjà un chemin Saint-Roch à Tourbe et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion de la part des services postaux ou de livraison. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et point 19-20, gros morceau du jour, compte de gestion, compte administratif. Je laisse la parole à la doublette Frédéric Roy, René Verveil. Après le national de pétanque, c'est bien trouvé. Alors, monsieur le maire, je vais peut-être commencer par, après le vote du budget, donc le compte administratif entérine ce qui a été réalisé durant toute l'année. Et je dois remercier à la fois mes collègues de la majorité et les services de la ville pour les efforts faits pour tenir, dans une période financière difficile, les finances de la ville. Donc, on va vous présenter le PowerPoint avec les comptes administratifs et je serai peut-être amené à faire quelques commentaires au fur et à mesure du déroulé. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, dans l'ordre de l'ordre du jour, il y a la présentation d'abord des comptes de gestion. Techniquement, ils n'appellent pas d'observation particulière. Hein. Quand vous les avez examinés en détail, je pense que vous avez vu qu'ils étaient concordants avec les comptes administratifs. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur la présentation directement des comptes administratifs. Donc, pour reposer le cadre, les comptes administratifs, donc, sont des documents budgétaires qui clôturent le cycle annuel et retracent l'exécution budgétaire de l'année. Toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d'une année ils sont donc comptabilisées. Tout comme le budget, le CA comporte deux grandes sections, une section de fonctionnement qui retrace la gestion courante de la commune et une section d'investissement qui comptabilise tous les projets structurants pouvant apparaître sur un ou sur plusieurs exercices. Contrairement à un budget qui doit être équilibré, le compte administratif constate généralement une différence entre les recettes et les dépenses et l'excédent de recettes sur les dépenses permet de dégager un autofinancement qui va permettre d'approvisionner la section d'investissement pour contribuer au financement des opérations d'équipement. Dernier point, donc la reddition des comptes du compte administratif est en concordance avec le compte de gestion qui est, lui, établi par le comptable public, par le trésorier. Pour entrer dans le détail, donc c'est une présentation consolidée de l'ensemble des comptes administratifs. Donc pour rappel, on a un budget principal et 4 budgets annexes, le budget du parking, du cinéma, du camp hôtel et du théâtre. Donc là, c'est une restitution de l'ensemble des résultats. Donc un résultat net de fonctionnement de 2 638 839,12 € pour un résultat en section d'investissement de 297 882,55 €. Donc un résultat donc en fonctionnement en progression par rapport à 2021 de plus 62%. Un résultat net d'investissement de plus 760 571 €. Et donc un résultat net global de clôture de plus 125% par rapport à l'exercice précédent pour s'établir au 31 décembre 2022 à 2 936 721,67 €. Les taux d'exécution 2022, donc c'est une comparaison entre les prévisions portées au budget primitif et aux décisions modificatives et les réalisations effectives de l'année. Donc les taux d'exécution permettent de mesurer la sincérité budgétaire, qui est un principe constitutionnel.
Donc au global, en recettes réelles, donc on a un taux d'exécution de 101,55%, donc 20 938 000 et des poussières recettes réalisées pour 20 619 000. Donc réaliser plus de recettes que prévu au budget. En dépenses réelles, donc un taux de réalisation inférieur à 100%, à 89,15% pour un total d'exécution de 18 983 544,34. Une présentation des soldes intermédiaires de gestion, donc sur une rétrospective sur les 3 derniers exercices. Donc les soldes intermédiaires de gestion sont des indicateurs qui permettent d'apprécier la situation financière de la collectivité. Donc l'épargne de gestion en 2022 s'établit à 2 758 106,78. L'épargne brute, donc l'autofinancement brut, se porte à 2 340 801,61, donc en progression de près de 76% par rapport à 2020. Le taux d'épargne brute est confirmé entre 2021 et 2022, puisqu'il s'établit à légèrement plus de 16%. L'épargne nette, elle, qui permet de contribuer au financement des opérations d'équipement lorsque la dette est remboursée, s'établit à 942 000 euros et in fine donc une capacité de désendettement qui se porte à 6,73, donc à 6 ans et 8 mois. Donc en comparatif sur 2020 qui était à 14 ans et 1 mois. Au niveau de la gestion de dette sur 2022, donc les indicateurs importants, un stock de dette au 31 décembre 2022 de 15 975 723,44. Donc entre 2020 et 2022, on a eu une réduction de ce stock de dette de 16,27%. Et donc concrètement en valeur, c'est un désendettement de un peu plus de 3 millions d'euros. 3 105 000 exactement. Et donc pour rappel, donc la capacité de désendettement, vu que le stock de dette baisse et les épargnes augmentent, réduit fortement à 6 ans et 8 mois. Pour entrer dans la structure du compte administratif, présenter les grands équilibres. Tout d'abord, en recettes réelles de fonctionnement 2022, donc sur l'ensemble des budgets, il a été comptabilisé un niveau de recettes de 14 625 000 euros, dont la majorité est représentée par les impôts et taxes, 60%. 23% qui sont les dotations et participations, les produits des services et du domaine 14%, et ensuite les autres produits de gestion courante. Le fait notable à relever sur les recettes réelles de fonctionnement, c'est la forte progression des produits des services et du domaine qui retrace quand même une meilleure attractivité des services publics. Pour preuve, la tarification sociale des cantines, par exemple, a permis, alors sur la fin d'année 2022, mais on a pu déjà avoir des recettes qui ont pu être comptabilisées sur le dernier trimestre 2022, donc sur la tarification sociale des cantines. Ça a généré en fait une augmentation des réservations d'un peu plus de 20%. Donc clairement, c'est des recettes supplémentaires que les services publics délivrés par la ville comptabilisent. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, donc même mécanique, au total 11 926 000 euros de dépenses réelles de fonctionnement. Donc la majorité également là sont portées par les charges de personnel à hauteur de 57%. Ensuite viennent les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante. Donc sur cette section et en dépenses, donc là on peut quand même noter on va dire une maîtrise des charges de personnel qui augmente quand même de 4,23% entre 2021 et 2022. Quand bien même on a on va dire un dégel du point d'indice sur 6 mois de l'année de 3,5%, donc qui a engendré quand même 90 000 euros supplémentaires en termes de dépenses. Voilà. Donc sur les dépenses réelles de fonctionnement, donc déclinées par fonction, les dépenses réelles de fonctionnement qui ont pu être ventilées au total donc sont de 11 539 000. Donc sur les services généraux, représentent 30%, 11% sur la sécurité et la salubrité publique, 8% sur l'enseignement et formation, 15% sur la culture, 10% sur le sport et jeunesse, 4% sur les interventions sociales, 19% sur les aménagements, services urbains et environnement, et 3% sur l'action économique. Pour les recettes réelles d'investissement, donc 3 éléments à mettre en avant. Les cessions de patrimoine
pour 989 604 euros, dont 708 000 euros de cession à la CEMOP Saint-Christol. Le recours à un emprunt d'un montant de d'1 million d'euros en 2022 et des subventions perçues, comptabilisées, à hauteur de 1 846 000 euros, dont 538 000 euros sont des reports, donc des restes à réaliser qui seront reportés sur le budget de 2023. Au niveau des dépenses réelles d'investissement, s'établissent en 2022 au total sur l'ensemble des budgets à 6 370 000 euros. Donc 63% sont des immobilisations directes, les chapitres 20, 21, 23, qui représentent les projets structurants et les acquisitions faites par la collectivité. 35% représentent le remboursement de la dette en capital et ensuite des subventions d'équipement versées pour le solde. Sur les dépenses réelles d'investissement, donc dispatchées par fonction également, donc 4 165 000 euros de dépenses réelles d'investissement qui ont été ventilées. 18% donc sont portés sur les services généraux, 1% sur la sécurité et salubrité publique, 2% sur l'enseignement et la formation, 20% sur la culture, 4% sur le sport et jeunesse et 55% sur les aménagements, services urbains et environnement. Les subventions versées par la ville dans le cadre de l'exercice 2022 sont principalement au nombre de 6. Donc les subventions aux associations pour presque 255 000 euros. Subvention au CCS pour 350 000 euros. La subvention au budget annexe du théâtre, 420 000 euros. La subvention au budget annexe du cinéma, 80 000 euros. Subvention façade, 16 698 euros. Et la subvention versée à la CAM pour la contribution à la réalisation de la piscine intercommunale pour 74 381 euros. La ville a également perçu des subventions de fonctionnement au cours de l'exercice 2022, donc une subvention de la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée pour le fonctionnement de la maison de la justice et du droit pour 6 000 euros. Les subventions du Centre national de la cinématographie pour le cinéma art et essai, 4 718 euros. Une subvention de la Caisse des dépôts et des consignations pour le financement du poste de manager de commerce pour 40 000 euros et des subventions de la CAF permettant le financement des services péri- et extrascolaires pour 304 711 euros. Pour illustrer un petit peu les actions et les projets qui ont été portés sur le compte administratif, donc on les a thématisés conformément aux objectifs qui avaient été, aux orientations qui avaient été définies dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire 2022. Donc le premier point, c'est contribuer à notre centralité. Donc là, la participation de la ville à la réhabilitation de la piscine communautaire, comme je vous le disais, de 74 381 euros. Donc c'est une participation qui est échelonnée sur 12 ans, dont le montant total sera in fine de 893 000 euros. Sur la thématique mieux accueillir, mieux servir et mieux travailler, donc il y a eu la réhabilitation de la Maison du Peuple et l'accueil de l'école intercommunale de musique pour 286 737 euros, avec des subventions perçues du département de l'Hérault et de la région Occitanie pour 224 432 euros. Également l'amélioration de l'efficience thermique des bâtiments pour 372 897 euros, avec une subvention perçue de l'État pour 256 798 euros. L'orientation liée à la sécurisation des accès des établissements scolaires, donc le réaménagement du parking de l'avenue de Plaisance et la création de pistes cyclables pour un montant total de 338 895 euros et une subvention perçue du département de l'Hérault de 80 000 euros. Également la sécurisation du cheminement piéton de l'ensemble scolaire Bonne-Terre Sainte-Marthe pour 261 844 euros, avec d'une part des participations, donc une participation de l'OGEC Sainte-Marthe pour 116 250 euros, une participation de la commune de Tourbe de 24 910 euros, et une subvention perçue de l'État de 52 164,98 euros. L'autre point, donc améliorer le cadre de vie et les équipements, la sécurisation de l'accès du centre historique, donc par la mise en place de bornes rétractables pour 165 543 euros. La mise en place du plan numérique des écoles en 2022 qui a représenté 81 521 euros avec une subvention perçue donc, de l'État et du département de l'Hérault pour 68 399,20. Et donc 2022, Pézenas, capitale régionale de la culture. Pézenas 2022,
298 495 € et le festival Molière 130 397. Donc sur cette thématique, des subventions ont été perçues, DRAC, région, département et Office du tourisme, Cap d'Agde Méditerranée pour 277 900 € et le développement d'une démarche de mécénat financier pour 38 500 €. Donc, en synthèse, 3 points à relever sur la clôture de cette présentation du compte administratif. Donc, c'est un CA 2022 qui confirme le redressement des comptes initié en 2021. Une augmentation des dépenses d'équipement brut de 78% entre 2020 et 2022, tout en limitant donc le recours à l'emprunt avec un désendettement de 3 105 000 €. Et donc une amélioration de la solvabilité financière de la ville, donc une amélioration de la situation financière de la ville, donc une augmentation de l'épargne nette de presque 114%, donc qui est passé de 440 000 en 2021 à 942 000 en 2022, et une amélioration de la capacité de désendettement de 6 ans, qui se porte donc à 6 ans et 8 mois en 2022. Donc pour rappel, en 2021, elle était de 9 ans et 5 mois, et en 2020, 14 ans et 2 mois. En 2019 aussi, par curiosité. Sur quel indicateur ? La capacité, là, on parle 2021, 9 ans, pour voir les effets Covid et les effets aussi des différents impacts de Saint-Christol, de la comptabilité de Saint-Christol. Donc je pense que 2019, on était autour de 8 de tête. Sur 2019, on était sur 9 ans et... voilà, 8-9 ans, c'est ça. Et 2018, un peu à peu près un peu moins, je pense. Je m'en souviens plus. Oui, voilà. Donc on revient en fait à des... c'est un peu fort, hein. On revient à des choses bon, vous avez tassé tous les effets Covid, les effets Saint-Christol, et vous revenez sur une gestion serrée et rigoureuse, c'est ça, de la ville. Voilà. Ok, merci. D'abord, moi, je veux remercier Frédéric et les services finances pour le travail accompli, mais aussi l'ensemble des services et des élus, parce que c'est quand même contraignant de devoir faire des choix budgétaire et d'essayer d'améliorer quand même la situation, de faire des économies en cours de route pour essayer que le compte administratif soit meilleur dans les ratios que ce que l'était le budget présenté. Je veux quand même insister, alors Frédéric l'a fait, mais c'est vrai que ça aurait pu passer inaperçu, sur ce choix de la cantine à 1 €, enfin, ou dès 1 €, qui quand même est significatif quand dans les 2 premiers mois, on a 20% d'enfants ou d'inscriptions en plus. Je crois qu'on a fait le bon choix, d'autant qu'on l'a fait dès 1 €, certes, mais en plus, on a fait des tranches et on a rendu davantage progressif ou mieux progressif le prix de la cantine, puisque la tranche suivante est à 1,50 €. Il ne s'agissait pas non plus de créer des fossés. Je crois quand même que le taux d'exécution des dépenses d'investissement qui frôle les 76%, ça veut dire aussi que certes on annonce, mais qu'on réalise derrière, surtout quand sur les 3 premières années, il y a 78% d'investissement en plus, et qu'on désendette en même temps, pas par d'effet miracle, parce qu'en récoltant 1 800 000 de subventions, on arrive à ne pas aller chercher en emprunt ce qu'on est allé chercher en subvention, mais c'est, je crois, pour moi, les 4 ratios qui sont à souligner dans ce compte administratif, qui est toujours peut-être plus technique que le budget où on s'imagine les projets et les actions mises en œuvre, et aussi parce qu'on l'a mis, vous avez vu, on n'a présenté que des investissements, mais on a mis Pézenas 2022 qui en tant que tel ne vient pas dans la colonne investissement, mais je crois qu'à Pézenas, on a depuis longtemps compris que la culture c'était aussi un investissement et qu'il fallait miser, et qu'on a réussi. C'était pas assez ambitieux qu'on mette capital régional de la culture, on a été plus que régional sur cette année-là. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur ce compte de gestion et ce compte administratif ? Alors, j'ai le droit de vous faire voter le compte de gestion, donc je vais prendre ce plaisir. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Et je me retire pour que Manu Bourguin vous fasse voter le compte administratif. Alors, qui est pour ? Tout le monde. Ah, j'inverse, moi je ne fais pas comme les autres. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà. Merci. J'ai vu que tu avais fait l'inverse. Tu as fait les frayeurs à tous les services administratifs. Alors, pour la suite,
Il nous faut affecter les résultats de fonctionnement donc du budget principal et du budget annexe. Frédéric, vous en dites 2 mots? Donc à la suite du vote du compte administratif, il est nécessaire d'affecter les résultats de fonctionnement. Donc je vous ai fait, pas alourdir trop la présentation, donc je vous ai fait une présentation globale. Donc l'affectation des résultats, donc avec une présentation consolidée, donc, au total, les résultats de fonctionnement affectés, tout budget confondu, sont de 2 646 867,47 €. Les soldes des sections d'investissement, donc comprenant les restes à réaliser de l'ensemble du budget principal et de l'ensemble des budgets annexes, donc sont excédentaires à hauteur de 536 244,78 €. Donc il est proposé une affectation en réserve au compte 1068 de 119 668,05 €. Un report à nouveau en section de fonctionnement sur l'ensemble des budgets de 2 527 199,42 €. Et un report à nouveau en section d'investissement au compte 001 304 393,49 €. Est-ce que cela appelle des questions ou des observations de votre part? Donc je passe au vote selon le sens Rivière et pas Bourguin. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. L'attribution de la subvention de fonctionnement au CCS, Monsieur Verdeil? Oui, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'attribuer au centre communal d'action sociale de Pézenas une subvention de fonctionnement de 400 000 € pour l'exercice 2023. Est-ce que cela appelle des questions? C'était évidemment mentionné au budget que nous avons voté en mars. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et à nouveau, Frédéric, assisté de René si besoin, ou l'inverse, pour la décision modificative numéro 1 du budget principal. Oui, donc il vous est proposé l'adoption d'une décision modificative. La première sur le budget de la commune qui porte plusieurs objets. Donc globalement sur la section de fonctionnement, il est proposé d'abonder cette section de 92 449,37 €. Voilà. Si vous avez besoin de plus de détails, je peux vous les donner, vous les donner plus tard. L'enjeu propre de cette décision modificative, c'est plus la section d'investissement. Donc là, il est proposé d'ajouter 633 052,21 € sur la section de fonctionnement, donc équilibré en dépenses et recettes. Donc le principal objet étant l'ouverture de 600 000 € de crédit sur le chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, qui permet en fait d'optimiser la gestion de dette et de rembourser de manière anticipée un emprunt qui est assorti d'une ligne de tirage qui permet en fait de pouvoir minorer les frais financiers payés sur ces emprunts. Donc ces emprunts qui ont été souscrits et mobilisés au cours des précédents exercices. C'est un emprunt qui date de 2006, pardon. Sur lequel il y a eu plusieurs tirages. Donc là, on a la possibilité, au vu de la trésorerie de la ville, de pouvoir rembourser de manière anticipée ces emprunts et en fait de payer moins de frais financiers. Donc c'est une opération qui s'équilibre autant en dépenses qu'en recettes. Donc c'est en fait une pure opération technique d'optimisation de dette dans l'objectif de minorer les frais financiers que la ville doit acquitter à l'établissement bancaire. Est-ce qu'il y a des questions, excusez-moi, particulières sur ce point? Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et je passe la parole à Thomas Guiraud pour une subvention événementielle. Tout à fait. Donc, Monsieur le maire informe le conseil que l'association le Ring Olympique Picénois a sollicité l'attribution d'une subvention événementielle de fonctionnement pour participer au financement du gala national de boxe qui s'est déroulé le 6 mai 2023. Monsieur le maire propose au conseil municipal de soutenir financièrement cette manifestation qui concourt pleinement à l'animation de la commune et à son rayonnement. L'association sera tenue de présenter le rapport financier définitif de la manifestation certifié par un comptable ou un commissaire aux comptes. Il est précisé que le montant de la subvention pourra être revu à la baisse au prorata des dépenses réellement engagées au regard du budget prévisionnel. Donc le montant de la subvention est le suivant, donc 2 000 € pour un budget prévisionnel de l'événement situé à 24 100 €.
Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et Thomas Guiraud à nouveau, ce coup-ci pour demander des subventions. Allez, donc monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la ville de Pézenas poursuit ses actions en faveur de la rénovation de ses infrastructures sportives afin d'offrir aux usagers des lieux de pratique sportive qui répondent aux normes de sécurité. Elle a programmé le remplacement de la totalité des paniers de basket, des gymnases B et des gymnases Onroubia du parc des sports qui constituent un enjeu fonctionnel et réglementaire pour la pratique du basket en club et en milieu scolaire. À ce jour, la majorité de ces équipements sont très anciens et ne répondent plus aux exigences de confort, de qualité, de sécurité et de normes en vigueur. Donc certains sont jugés donc, par le bureau Veritas, donc qui sont passés en décembre 2022, donc non satisfaisants et ne peuvent être réparés. D'autres nécessitent la mise en arrêt du fait de la gravité des risques générés par les anomalies détectées. Le réaménagement consiste à remplacer la totalité des paniers de basket qui offrira aux pratiquants des équipements pédagogiques fonctionnels polyvalents homologués pour la compétition, sécurisés et conformes aux exigences du Code du sport. Donc le coût estimé dans sa globalité s'élève à 48 000 €, toutes taxes comprises. L'échéancier des dépenses, basé sur 2 ans, respecte les priorités de remplacement. Donc à savoir en 2023, 27 000 €, donc les 2 paniers relevables motorisés du gymnase Onroubia, plus 4 latéraux du gymnase B. Et pour 2024, 21 000 €, donc les 2 paniers relevables motorisés du gymnase B. Donc, monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès du département de l'Hérault, de la région Occitanie, de l'État et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et ce coup-ci, c'est Aurélie Malon pour l'installation de brise-soleil à l'école Jacques Prévert. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire rappelle que la ville de Pézenas a programmé des travaux d'amélioration thermique dans les écoles par la mise en place de brise-soleil orientables. L'objet de ces travaux est de favoriser les économies d'énergie en évitant d'avoir recours à la climatisation et à l'apport un confort thermique aux enfants. Il s'agira cette année d'équiper 3 classes, soit 15 fenêtres de l'école Jacques Prévert. On continue, parce qu'on a déjà fini un premier bâtiment. Le coût de la fourniture et de l'installation s'élève à 20 000 € TTC, soit 16 666,67 € hors taxe. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès de Hérault Énergie, du département de l'Hérault, de la région Occitanie, de l'État et tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de cette opération. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Toujours Aurélie Malon, ce coup-ci pour les sols de 2 salles du centre de loisirs. Allez, on continue. Il est rappelé que la réfection des sols du rez-de-chaussée du centre de loisirs a été débutée depuis 2 ans. 4 salles ont déjà été réhabilitées, 2 réfectoires, le bureau d'accueil et le hall d'entrée. Donc il est proposé de poursuivre la restauration de 2 salles. Le dernier réfectoire accueillant le groupe des enfants des moins de 4 ans et le hall d'entrée du ramonettage qui accueille aussi les usagers durant les rencontres avec le relais petite enfance. Et la LPA pose chocolat. Le coût de travaux s'élève à 4 235 € 10. Et monsieur le maire sollicite du conseil l'autorisation de déposer les demandes de subvention auprès de la CAF de l'Hérault et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à cette réalisation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Toujours Aurélie Malon et toujours au centre de loisirs, c'est de l'isolation phonique. Ah oui, on investit. Alors, il est proposé de procéder à l'installation de panneaux d'isolation phonique dans la salle d'accueil du centre de loisirs, sachant que cette salle est également utilisée comme réfectoire pour le groupe des enfants de 4 à 5 ans qui sont accueillis durant les 36 mercredis et les 12 semaines de vacances scolaires. Donc le coût s'élève à 10 657,39 €. Et donc monsieur le maire sollicite l'autorisation de déposer les demandes de subvention auprès de la CAF et de tout autre organisme ou collectivité qui contribuerait à financer cet achat et la mise en place d'isolation phonique. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Allez, dernier travaux au centre de loisirs, enfin dernier pour ce conseil. Non, ça la reste réfection plus, hein. des menuiseries du pavillon de ce centre. Donc, il est proposé l'achat et l'installation de menuiseries dans un bâtiment d'accueil, donc au centre de loisirs, hein. Les nouvelles menuiseries seront installées dans une salle annexe au château, accueillant toute l'année les groupes des enfants de 6 à 8 ans pour les animations et les repas. Les menuiseries actuelles étant du simple vitrage et devenant vétustes, leur réfection évitera les déperditions de chaleur et cela apportera un confort supplémentaire à l'accueil des usagers. Donc les travaux s'élèvent à 9 734,06 €. Et pareil, Monsieur le maire sollicite le Conseil l'autorisation de déposer les demandes de subvention auprès de la CAF et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à cette réalisation. Des questions particulières, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour tout le monde. Je vous propose d'aller de la rue Louis Audibert à la rue Anatole France et d'y aller avec Julie Garcin-Sodo. Allons-y. Alors, comme vous le savez, nous avons déjà changé le dispositif des bornes escamotables automatiques, semi-automatiques et fixes du centre ancien passé. Et donc, nous continuons avec, donc nous avons fait la rue de la Foire, la rue François-Austrain, la rue Paul Laliès, la rue Montmorency, la porte Faugère, et nous souhaitons changer la borne tout écrasée au bout de la rue Anatole France, en y plaçant un totem également, puisque nous croyons dur comme fer que cette barrière peut disparaître pour fermer et sécuriser la rue Anatole France. Donc voilà le projet, on met 3 bornes avec un totem et nos services pourront beaucoup plus facilement sécuriser l'accès puisque en saison estivale en plus, nous laissons la liberté aux piétons. Voilà, donc le coût prévisionnel et l'installation est estimé à 39 070 €. Et nous sollicitons, Monsieur le maire, le conseil municipal l'autorisation de déposer les demandes auprès du département, de la région, de l'État et tout autre organisme ou collectivité bien généreuse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et maintenant, allons donc place Gambetta, Jean-Marie Bousquet. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Il est rappelé au Conseil que la ville s'est engagée en faveur d'un ambitieux programme de restauration de la maison consulaire portant notamment sur la réfection des couvertures, reprise des menuiseries extérieures, restauration des paraments extérieurs et ferronnerie pour un montant de 1 300 000 € TTC. Dans le cadre de ce projet, la ville souhaite réaliser la réfection de l'ensemble des couvertures et la confortation du beffroi, pour un budget de restauration estimé à 310 300 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal de continuer le partenariat avec la Fondation du patrimoine qui s'est montrée à l'écoute de nos projets et a fait part de son souhait de nous accompagner. Dans ce cadre, il est demandé au Conseil de valider ce partenariat avec la Fondation du patrimoine, chargée de collecter les dons pécuniaires au profit de la restauration de la maison consulaire, et d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention en ce sens avec la Fondation, ainsi que tout document pouvant s'y rattacher. Il est également demandé au Conseil d'autoriser le maire à déposer des demandes de subvention auprès de nos partenaires institutionnels, État, région, département et communauté d'agglomération Euro-Méditerranée. En complément, et afin de permettre à des entreprises de s'associer à cette campagne en faveur du patrimoine local, en offrant leurs produits ou leur temps afin de collecter davantage de fonds, il est proposé au Conseil d'ouvrir au mécénat les travaux de restauration de la maison consulaire. Les dons reçus peuvent alors donner lieu à des déductions fiscales définies par le Code général des impôts, et notamment ces articles 200 et 238 bis, à hauteur de 60% du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires, hors taxe, ou de 20 000 € pour les entreprises réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ce cadre, la ville va conclure avec différentes sociétés des partenariats sous forme de dons en nature ou de soutien logistique. En contrepartie, la ville s'engage à citer le nom des partenaires au travers de ses moyens de communication et sur site. Et voilà, rappelons que le projet global qui concerne plus les extérieurs est de 1 300 000 € et que quand même, sur la souscription de la Pietà, nous avions atteint l'objectif qui était moins ambitieux évidemment que la maison consulaire de 5 000 € et que nous avons pu quand même acquérir cette Pietà rue Montmorency et qu'il y a une histoire quand même entre cette ville et la souscription populaire. Donc nous sommes fiers aussi d'y avoir recours. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Benoît Blanc, point 32, c'est de la création de postes. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme vous le savez certainement, en 2029, nous avons créé une grille d'évaluation pour tous nos agents afin de garantir l'objectivité et l'égalité entre les agents.
En 2022, c'est 60% des agents éligibles qui ont réussi et qui ont obtenu donc ce passage de grade. Et donc, pour permettre aux agents qui se sont investis dans cette dynamique de bénéficier de leur nomination, il convient de créer les postes qui sont cités en dessous. Voilà, c'est pas de l'embauche effective, c'est de la promotion d'agents, donc ça se fait à budget quasi constant, il faut le préciser parce que par création on pourrait entendre embauche. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et puisqu'on a créé des postes, on va en supprimer d'autres et mettre à jour le tableau effectif. Ce ne sont pas des licenciements, c'est le toilettage du tableau d'effectifs. Voilà, merci Monsieur le maire. Effectivement, nous ouvrons des postes successivement au fil des conseils municipaux et de temps à autre, il convient donc d'apurer ce tableau des effectifs et donc de supprimer des postes qui ne sont pas pourvus et sur lesquels il n'y a pas de nomination prévue, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le dernier point, c'est une convention avec le centre de gestion sur la mission de conseil en organisation. Nous avons eu une première partie de travaux avec le centre de gestion de l'Hérault sur un diagnostic suite aux précédentes élections qui nous a été restitué à partir duquel nous avons pu travailler. Et il vous est proposé ici donc d'aller au-delà de cette premier travail qui a été fait avec le centre de gestion. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous avez reçu les tableaux de décision hors commande publique et ceux de la commande publique. Est-ce qu'ils appellent les observations de votre part? Non. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Je crois que pas. Ah, Madame Forme. Non, allez-y, Patrick prendra la parole après. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Depuis le 22 novembre 2022, la ville de Pézenas expérimente l'extinction de l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin. Nous avons une question. Avez-vous l'intention de prolonger cette expérimentation ou d'aménager d'autres horaires pour la sécurité publique des Picénois et de nos touristes? Alors d'abord, depuis que nous avons décidé ça, nous sommes dotés d'outils pour être autonomes sur les heures d'éclairage et pouvoir les réduire ou les augmenter à l'envie. Nous le faisons d'ailleurs là parce qu'il y a de la peinture de nuit fait par nos agents, donc il ne s'agit pas qu'ils le fassent dans la nuit noire. Il était... Vous l'aviez vu aussi pendant le carnaval, mais là, nous avions recours à un prestataire extérieur. Il était prévu, et nous allons y aller là, que nous passions en horaire d'été, évidemment, parce que minuit, la ville vit encore l'été, surtout le cœur de ville. Donc, nous devons aller sur du 2 heures du matin en cœur de ville et 1 heure sur les lotissements. Et nous réfléchirons au moment de l'hiver de rallonger plus que minuit le cœur de ville parce que nous avons quelques échos de restaurateurs par exemple qui trouvaient que c'était un peu juste pour finir les repas ou même pour que les salariés rentrent. Donc nous restons sur l'idée d'une extension de nuit mais sur une variation des horaires, y compris pour que en respect ou en rapport avec le matériel que nous avons. Et nous allons aussi commencer à cibler des zones pour passer peut-être en LED totalement là où ça ne l'était pas, parce qu'il y a des endroits où on pourrait faire de l'abaissement à 90% plutôt que de l'extinction. Mais aujourd'hui, le matériel municipal, ou en tout cas celui que nous avons installé, ne le permet pas de le faire sur des zones cohérentes. Mais il y a des évolutions et il peut y avoir des évolutions aussi à la demande d'événements particuliers. Donc on commence dès ce week-end puisque la Comédie Française venant, y compris jouer à Pézenas, on peut penser que les gens vont commencer à sortir du théâtre plus tard et peut-être aussi vouloir partager d'autres moments que celui vécu dans le théâtre de Verdure. Donc ça commence dès cette fin de semaine et ça peut effectivement s'adapter à l'envie et même parfois jouer que sur une demi-heure ou réfléchir peut-être aussi sur des différences de jours selon l'activité de la ville si nous avions besoin plus tard, mais oui, je crois que à la fois l'expérimentation est concluante, mais qu'elle doit être adaptée aux périodes de vie de la ville et aux différents quartiers aussi. Patrick Weckbach, quand il aura signé. En attendant, excusez-moi, bonsoir. Est-ce que je peux vous poser une petite question?
par rapport au stationnement en épi qui a été supprimé sur le cours, oui. Est-ce qu'il y a une raison technique Alors, il y a d'abord une raison, je crois, esthétique. Seulement, il faut que nous arrivions à faire respecter l'interdiction de stationnement sur le côté gauche qui n'est pas respectée. Donc, nous allons y travailler, y compris en mettant la signalisation qui fait défaut. Donc, une volonté de retrouver une perspective sur le cours, c'est aussi de libérer le sentiment de voiture qu'il pouvait y avoir sur ce cours, à savoir que nous ne perdons que 4 places de stationnement, que nous avons créé ces 4 places perdues, mais que nous avons aussi créé 2 places pour personnes à mobilité réduite qui n'existaient pas sur le cours Jean Jaurès. Donc automatiquement, les distances n'étant pas les mêmes, nous aurions perdu du stationnement. Nous avons aussi le sentiment que c'est plus sécurisant pour les piétons qui doivent traverser d'un côté à l'autre du cours, notamment les piétons qui pourraient être avec des enfants en bas âge, parce que plus la voiture étant longue, moins les véhicules arrivant ont de la visibilité pour voir qui débouche de ces voitures. Il y avait une autre variante qui était de se garer en épi en sens inverse, mais je pense qu'elle était plus complexe pour le course. Donc le choix, il est à la fois esthétique et de sécurité des piétons sur cet espace partagé. Il faut maintenant travailler sur le côté gauche, sur lequel nous ne pouvons pas avoir du mobilier urbain parce qu'il y a le marché le samedi, donc on ne peut pas mettre des choses fixes. Hein. Je pense que quand le course a été refait, ça avait été aussi réfléchi, et il y a des heures où c'est plus complexe que d'autres, et c'est pas forcément du stationnement minute de quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. Donc pour vraiment trouver l'esthétique, il faut travailler sur ce côté-là, on va s'y employer. De rien. Patrick. Merci, monsieur le maire. Collègues, je souhaite vous saluer pour prendre congé du conseil municipal. J'ai décidé d'envoyer ma démission du conseil municipal de Pézenas demain, 1er juin. Peut-on paraphraser Blaise Pascal? Vérité en deçà des élections, erreur au-delà? Non. Je suis opposé à l'urbanisation de la campagne de Saint-Christol depuis 17 ans. Monsieur Vogel se souvient probablement du café pissénois tenu à feu la station Mire, que j'avais consacré à Saint-Christol. Je n'ai pas varié au fil des projets de l'ancienne municipalité, projets dans les cartons, et à la veille d'élection, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Mais jusqu'en 2019, rien, à part de coûteuses études, ne venait jamais le concrétiser. On ne saurait reprocher à l'ancien maire ces procrastinations-là. Au fil des années, nous avons été plus nombreux à dénoncer une bétonisation de cette campagne. Certains membres de ce conseil municipal y ont heureusement contribué. Si seulement depuis 2006, les experts du GIEC et d'autres plus locaux nous avaient annoncé que le réchauffement climatique s'était ralenti et avec lui réduite, les perspectives d'affaiblissement important de la ressource en eau, les sécheresses récurrentes ponctuées d'événements tropicaux, les difficultés d'approvisionnement alimentaire. Mais non, malheureusement, bien au contraire. Personne ne peut plus l'ignorer maintenant, tout sera pire que ce qu'on pouvait craindre en 2006 et après. D'autant que le réchauffement de la Méditerranée et de son pourtour seront supérieurs à la moyenne de la planète. Je ne mésestime pas les difficultés de l'équipe dont j'ai fait partie depuis 2013, une fois devenue majoritaire en juin 2020, du fait de la décision de l'ancienne municipalité à quelques mois seulement d'une défaite des plus probables. Pas de projet concret, mais une double bombe à retardement, avec la décision de faire acheter les terrains de Saint-Christol par l'Office foncier régional, outil du Conseil régional de la région Occitanie, et la création d'une CEMOB dans laquelle la ville de Pézenas est minoritaire, à l'issue d'une procédure à la légalité très discutable. Devant un projet écocide toujours plus avéré, je ne voyais pas matière à renier mon engagement, et pas moins demain qu'aujourd'hui. Ce furent le sens de mes votes ici même lorsqu'il s'est agi de Saint-Christol. Force est de constater que mon influence sur ce sujet depuis juillet 2020 est équivalente à 0. Le Conseil citoyen de la transition écologique s'est prononcé contre l'actuel projet d'urbanisation de Saint-Christol, lui aussi sans effet. Je ne mésestime pas la question de l'endettement. On était cependant en droit d'attendre que des collectivités locales qui se gargarisent d'écologie viennent épauler notre ville pour la protéger. Les dettes financières sont compliquées à rembourser. Mais les dettes écologiques seront totalement et définitivement irremboursables. Pire, ce sont à nos descendants que nous en laisserons les ravages. À Pézenas comme ailleurs, il n'y a plus de place ni pour les pauses dans les mesures écologiques, ni pour les projets irrémédiablement dangereux écologiquement, a fortiori pour plus d'un siècle, même marginalement modifiés.
De surcroît, au final, la dette écologique, qu'elle soit nationale ou municipale, en plus coûtera très cher aussi en monnaie sonnante et trébuchante. Récemment, nous avons appris que le déplacement du stade Michel Battal était à nouveau envisagé, alors que dans l'opposition, nous nous y étions activement opposés avec réussite. Nombreux, y compris certains qui siègent ici, s'y étaient engagés, jusqu'à grimper sur une échelle pour remettre son enseigne. Pour ce qui est de ma modeste délégation et de son budget plus modeste encore, je ne doute pas qu'il pourra être pris en charge sans difficulté. Je prends donc acte de tout cela et en tire la conséquence qui finalement s'impose. Je ne me suis pas engagé aux côtés d'Armand Rivière dès 2013 pour cela. Inutile de s'attarder qu'en majoritaire, on devient inutile. Je ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Je répète bien, je ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Des choses positives sont réalisées. Un CCAS plus efficient, le Ribel basse, la démarche territoire zéro chômeur car nous manquons plus d'emplois que d'habitants, les repas de la cantine dès 1 €, la maison du droit et de la justice, PESNAS 2022, parmi quelques exemples. La liste n'est pas méprisable. D'autres viendront. Mais si l'urbanisation de Saint-Christol est réalisée, c'est une verrue ghetto mortifère durable qui prévaudra. Je ne perds cependant pas tout espoir, eu égard à la raréfaction de la ressource en eau, au risque d'inondation sur place et dans les quartiers bas de Pézenas, aux conséquences sur notre centre-ville et ses commerces, à la prise de conscience de la population, peut-être même au respect par l'État de ce qu'il prétend. Cela ne viendra pas d'ici. Avant de terminer, j'engage la minorité municipale à ne pas instrumentaliser ma démission. Pas plus que d'autres, je n'ai oublié la situation délétère laissée en juin 2020. Outre les engagements inconséquents concernant Saint-Christol, ou l'investissement budgété mais non réalisé pour la pelouse du stade Michel Battal, en un quart de siècle, peu d'investissements, mais tant d'endettement. Enfin, j'adresse mes bons messages à mes collègues de la majorité pour ceux des projets éco-responsables qu'ils conduiront, avec l'engagement et la bonne volonté qui les animent autour de Monsieur le maire. Et je vous salue toutes et tous, avec le respect républicain auquel nous ont engagés les électrices et les électeurs de Pézenas en nous élisant. Merci Patrick, merci pour le rôle que tu as joué au moins sur ta délégation. Juste une précision, l'établissement public foncier n'est pas une antenne de la région Occitanie, mais bien un organisme d'État. C'est pas parce qu'il y a Occitanie. Tu es assez calé en collectivité locale pour pas confondre déconcentration et décentralisation. C'est un organisme d'État sur lequel la région intervient, comme toutes les régions de France, dans l'EPF, qui est après déconcentré et régionalisé. Je veux juste préciser ça pour pas qu'il y ait de confusion. Moi, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Nous avons fait une campagne en disant que nous assumerions nos responsabilités une fois élus. Assumer nos responsabilités, c'était de ne pas mettre cette ville en difficulté financière plus grande que ce qu'elle pouvait l'être et surtout en difficulté juridique. Mais comme nous l'avions écrit dans le programme que tu avais dû distribuer, réorienter tant que faire se peut le projet Saint-Christol et nous nous employons encore. Nous l'avons vu récemment quand nous avons délibéré sur la possibilité d'y implanter une caserne de gendarmerie. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un établissement médico-social qui pourrait intégrer la zone. Une autre erreur, me semble-t-il, mais peut-être tu n'étais pas là au moment des votes de budget, mais les premières études sur Battal ne sont pas récentes, elles datent de 2021. Pour la seule et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, le réaménagement du stade Battal sur site serait aussi onéreux qu'un stade neuf. Et surtout, nous aurions un stade qui ne serait pas aux normes pour pouvoir jouer au foot en compétition. Donc cela poserait problème. Le seul engagement, et pour cela il nous faut une étude pour le savoir, c'est que si nous devions déménager Bataille, et j'utilise le conditionnel, donc si nous devions déménager le stade Michel Battal, d'abord appelons-le Michel Battal, parce que s'il s'appelle Battal, c'est parce qu'il y a eu Michel, quand même. Souvenons-nous des gens. Hein. Non, mais c'est moi qui fais l'erreur, donc je le précise, parce que souvent on dit trop le nom, mais Michel Battal, c'était une personnalité, et ce stade, on lui doit aussi, s'il porte son nom, c'est parce qu'il était élu et qu'il s'est battu avec d'autres pour qu'il y soit. Mais si nous devions le déménager, la condition sine qua non, c'est qu'il soit accessible aux scolaires à pied dans une zone qui permet de faire des cours de sport, et y compris donc au public. C'est bien pour ça que nous voulons savoir si cela est possible ou non au Cambotel, ou déjà les scolaires vont comme hôtel dans la zone de Castelsec. Hein. N'allons pas créer des frayeurs inutiles pour savoir si cela est possible. Une fois que nous aurons ces éléments, nous pourrons légitimement débattre, savoir ce qu'il faut faire ou pas faire, mais en l'état, laisser Battal en l'état serait inconsidéré de notre part, et nous savons, peut-être parce que nous avons fait d'autres choix, que quand nous nous engageons sur un projet comme l'avenue de Verdun, nous ne pouvons malheureusement pas forcément
porter un autre gros projet sur le mandat au vu de la situation financière, sauf à essayer d'assurer une opération blanche. Sur les dépenses d'eau, je veux juste simplement souligner que le travail conjugué de la ville et de la communauté d'agglomération ces dernières années, notamment les 4, c'est 166 000 mètres cubes d'économisés chaque année par les travaux qui sont faits, cela sans prendre en compte les travaux qui viennent d'être faits sur les réservoirs d'eau, puisqu'il faudra une année d'exercice pour en connaître la teneur et l'efficacité, mais on se doute, vu les problèmes d'étanchéité, qu'il y aura une marge de progression, et sans connaître évidemment l'efficacité des travaux en cours. Mais si nous faisons aussi des travaux sur certaines avenues ou rues de la ville actuellement, c'est bien pour mener à bien l'objectif d'atteindre 75% de réseau d'eau. Voilà, juste pour la précision. Monsieur Vogel. Donc je salue le travail fait dans sa délégation par Patrick Delbach, et puis après je ne vais pas repolémiquer aujourd'hui sur des dossiers qui sont qui aura l'occasion, je pense, de le faire dans le futur. On l'a bien fait dans le passé, donc pas de souci. Je pense qu'à un moment donné, instrumentaliser, je pense qu'on instrumentalise peu. Mais par contre, sur Battal, rejoindre ce que disait Monsieur le maire, c'est-à-dire à un moment donné, on a pensé à déménager Battal, on n'a jamais pensé, vous avez remis la pancarte, dites-vous, mais on n'a jamais enlevé la pancarte au nom de Michel Battal. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est partagé par l'ensemble des élus de cette ville, c'est le respect de ceux qui ont œuvré pour la ville hier. Et quand bien même il eût été possible de déplacer le stade Battal hier, le nom de Michel Battal aurait été conservé. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait des faux débats qui se rouvrent ou des plaies qui se rouvrent qui sont absolument inutiles. Après il y a le débat politique, chacun s'exprime et la ville se construit avec des oppositions, donc respect de ce côté-là, et voilà, nous on continuera à représenter la minorité municipale, mais loin de toute personne, et je parle pour l'équipe, loin de nous l'envie d'instrumentaliser quoi que ce soit. On respecte votre décision et on vous souhaite donc une bonne suite pour votre activité citoyenne qui ne manquera pas de perdurer. S'il n'y a pas d'autres questions ou observations, je vous souhaite une bonne soirée et à vendredi ou samedi donc pour les différents rendez-vous culturels et même sportifs samedi en ville. Tu peux, mais... Allô ?